Coucou les potes, on se retrouve pour ce dernier épisode sur la Tanzanie. Vous allez voir, cet épisode-là, c'est un épisode un peu particulier. Il n'y aura pas d'image de la Tanzanie et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais essayer d'illustrer mes propos avec des images. Donc juste pour récapituler mon voyage, à la base, j'avais prévu de rester 1 mois en Tanzanie. Et finalement, me sentant bien là-bas, je me suis dit, je vais l'étendre. Et en fait, j'avais prévu d'y rester 2 mois. Et au final, je n'y suis resté que 1 mois et demi. Pourquoi? Telle est la question. Donc faut juste revenir un petit peu en arrière par rapport au safari. Une journée comme les autres à la ferme, en train de me promener entre différents bâtiments. Quand tout d'un coup, sur un sentier, je ressens une vive douleur au niveau du pied. Donc là, j'étouffe un petit cri de douleur et tout de suite, je pense que je me suis enfoncé un clou dans le pied. Et en fait, pas du tout. En regardant, c'était une épine de bougainvillier. Qu'est-ce que c'est une épine de bougainvillier? C'est une épine qui fait environ 5 à 10 cm et c'est dur comme du fer. Donc en fait, le clou, je sais pas si ça aurait été même meilleur. À ce moment-là, je me promenais avec mes chaussures de randonnée, mes grosses chaussures de randonnée, et l'épine est venue se planter dans mon gros orteil. Donc elle a traversé la semelle de ma chaussure, ma semelle orthopédique, ma chaussette, et elle est venue se planter à plus de la moitié dans mon orteil, pour vous dire un petit peu l'épine de compétition que c'était. J'appelle à l'aide et on vient m'aider à l'enlever en tirant bien dans l'axe pour éviter qu'elle ne se casse dans mon orteil, et là ça serait beaucoup plus compliqué. Bon, tout va bien, la plaie est profonde mais de très faible superficie, donc je fais tout le nécessaire, je désinfecte la plaie, je la panse, etc. et ce chaque jour. Mais étant donné que la plaie est de faible superficie, le trou se rebouche très vite et du coup j'ai plus accès à l'intérieur de la plaie pour pouvoir le désinfecter. Les jours passent et donc arrivent les fameux safaris où, comme vous l'avez vu, en fait les safaris, on est dans nos chaussures de 7h du matin à 21h, on est tout le temps debout dans la voiture à essayer de chercher les animaux et il fait très chaud, etc. Donc en fait c'est toutes ces conditions réunies fait que le sang s'accumule dans les jambes. Et en fait à ce moment-là, je commence à ressentir des douleurs au niveau de mon orteil, ça me lance, je sens une sorte d'accumulation au niveau de mon orteil, que le sang est en train de s'accumuler et donc là ça commence à être désagréable. Donc avec moi j'avais pris des médicaments et je commence à prendre des antibiotiques que mon médecin de France m'avait prescrit en cas d'une infection. Donc en fait il y a une petite infection qui commence à s'installer au niveau de mon orteil devient de plus en plus rouge, de plus en plus gonflé, il devient dur et chaud, c'est un signe d'infection. Donc je continue à prendre les antibiotiques mais en fait ça ne suffit pas et donc je décide d'aller dans une sorte de pharmacie médicale où il y a un médecin, je me fais ausculter et en fait il va me prescrire un autre antibiotique qui lui est plus efficace contre ce type d'infection. La semaine passe et en fait mon orteil va mieux. Je n'ai plus de symptômes, plus de douleur, tout va mieux. Et à ce moment-là, Sam, donc celui que vous avez vu dans le vlog numéro 2, le basketteur, veut que je l'apprenne à nager parce qu'il savait pas nager. On va dans une sorte de résidence touristique parce qu'en fait, ils ont pas de piscine municipale là-bas et au final, il y a beaucoup de Tanzaniens qui sont dans le même cas que lui. Ils viennent dans cette piscine-là pour apprendre à nager. Et du coup, je me mets à lui apprendre à nager et les Tanzaniens voyant que je lui apprends bien à nager et que je sais bien nager, je me retrouve à faire un cours pour 10 personnes. Bon, c'était quand même super sympa, mais bref. Et durant ce cours-là, je commence à ressentir des sortes de douleurs au niveau du thorax, comme des sortes de contractures et mes abdos se contractent tout seuls, j'ai un peu le souffle coupé et il y a une sorte d'enveloppe qui se forme autour de ma cage thoracique comme des sortes de petites courbatures, quelque chose comme ça. Donc moi, premièrement, je me dis j'ai peut-être un peu forcé en nageant, mais rien de très grave, c'est juste passager, l'histoire de 1 ou 2 minutes. Les jours passent et on est environ à, on va dire, 5-6 jours après les derniers symptômes de mon orteil et là il commence à avoir des aggravations, c'est-à-dire que je commence un peu à avoir des difficultés à respirer, une petite gêne et je commence à avoir beaucoup de douleurs entre les omoplates, dans mon cou je commence un peu à avoir la nuque raide, etc. Bref, rien de bon, à tel point qu'à un moment donné j'arrive plus à trop marcher sans être essoufflé et mon cœur commence un petit peu à battre de façon irrégulière. Enfin bref, il y a un climat qui s'installe et c'est par phase, on va dire. Il y a des phases où ça va très bien aller et des phases où ça va pas très bien aller et en général plus la journée avance et plus mon état se dégrade. Donc arrive le samedi soir où là je suis quand même pas très bien, au point que dès que je rigole ça me fait souffrir, dès que je respire ça me fait souffrir, etc. Donc je décide d'aller voir un médecin et qui m'ausculte. Il m'ausculte, il me fait une prise de sang pour voir un petit peu les constantes et voir si tout est ok. Selon lui, cette prise de sang là, elle est normale, les indicateurs étaient bons, il avait orienté sa recherche sur mes poumons, mais tout semblait normal. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs hypothèses. Il y avait pas mal de personnes dans la famille qui étaient malades à ce moment-là, un sorte d'état grippal ou quelque chose comme ça, peut-être aussi le Covid. Il y a très peu de Covid en Tanzanie, mais il y a aussi très peu de tests. Moi, j'ai très peu vu de gens malades, mais il y avait aussi cette hypothèse-là. À ce moment-là, je suis en contact avec ma sœur Julie qui est infirmière en réanimation. Big up à toi Julie si tu regardes cette vidéo. On discute de plusieurs éventualités, comme l'infection de mon orteil qui se serait donc infecté et qui aurait provoqué le tétanos. Moi, donc je suis vacciné contre le tétanos, mais j'arrivais en fin de vaccin. Il me restait à peu près 1 an avant de faire
un rappel. Et donc en fait, plus le temps passe et plus le vaccin est inefficace. Donc il y a le tétanos, il y a le Covid, il y a une sorte de cet état grippal un peu bizarre. Donc ça, c'est les 3 premières hypothèses qu'on a. À ce moment-là, donc ça c'est le samedi soir, je suis essoufflé, j'arrive plus à faire 10 mètres sans être essoufflé. Je suis obligé de m'asseoir tout le temps, je suis pas très bien, je commence à être fatigué et puis le cœur il commence un petit peu aussi à s'emballer. Néanmoins, je passe une bonne nuit, donc tout va bien jusqu'aux alentours de 10 heures. Et à partir de 10 heures, là mon état s'aggrave drastiquement. J'ai la nuque raide, je peux quasiment plus tourner la tête. Je commence à plus sentir mon bras gauche, mon cœur commence à battre la chamade, bref, des signes d'infarctus imminent. Et donc en fait, faut savoir que dans ces moments-là, quand t'as tes poumons qui fonctionnent plus bien, ton cœur qui bat plus bien non plus, il y a des grosses angoisses qui montent, des angoisses de mort imminente, parce que tes organes principaux dysfonctionnent, et donc en fait, t'as vraiment l'impression que tu vas mourir. Et donc en fait, à ce moment-là, je demande s'il y a un service d'urgence. Et on me répond, non, il n'y a pas de service d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis dans un village qui a environ 20 minutes en voiture de l'hôpital, le plus proche, et si jamais je fais une crise cardiaque maintenant, il n'y a pas de service d'urgence, il n'y a pas d'ambulance de prévu. Donc je dois attendre soit un taxi ou qu'on m'emmène à l'hôpital pour être sauvé. Donc grosse panique, et je leur demande s'ils savent faire les massages cardiaques. Ils me répondent que non, donc je me retrouve à apprendre à faire un massage cardiaque à une des filles de la maison pour que, au cas où si ça m'arrive, elle puisse prodiguer les premiers soins en attendant que je sois emmené à l'hôpital. Et donc là, James, l'hôte du volontariat, c'est le seul qui a le permis dans cette famille, et donc en fait, il est à la ferme à ce moment-là, donc il m'emmène à l'hôpital. On arrive au service d'urgence, je suis pris en charge rapidement, j'ai affaire à un docteur, et donc là, il me faut un électrocardiogramme pour voir un petit peu comment bat mon cœur. L'électrocardiogramme semble normal, mais avec les symptômes et tout ce que je leur dis, ils sont quand même un petit peu inquiets. Donc en fait, ils vont me donner un traitement pour fluidifier mon sang, des antibiotiques encore plus puissants pour traiter une éventuelle infection, et un autre médicament pour mes poumons, pour essayer de m'aider à mieux respirer. Je reste à l'hôpital environ de 13h à 17h et mon état est à peu près stable, et donc en fait il me renvoie à la maison. Donc on retourne à la ferme, etc. La nuit commence à tomber, et donc en fait là on m'installe dans ma chambre bien tranquillement, parce qu'en fait le but c'est que j'essaye de me calmer pour arriver à mieux respirer et pour essayer de mieux récupérer, parce que je suis très très fatigué à ce moment-là, je suis assez pâle et je me sens vraiment faible. On m'installe dans ma chambre, etc. Et à ce moment-là, je mets mes écouteurs intra-auriculaires, ça a son importance, pour essayer de me calmer. Donc je mets une sorte de playlist méditation pour essayer de me calmer, et donc je ferme les yeux, etc. Et en fait, à ce moment-là, mon état s'aggrave encore plus, c'est-à-dire que avec les écouteurs, j'entends vraiment tous les battements de mon cœur à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est comme quand vous mettez des boules caisses, ça résonne dans vous. Je sais pas comment le dire, mais ça fait une sorte d'écho. Et donc, en fait, le son est décuplé. Et donc là, en fait, j'entends vraiment mon cœur battre. Des fois, il bat très très fort. Et des fois, il bat pas du tout. Ou très très peu. C'est-à-dire il va y avoir des grands booms. Puis des boum 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 boum. Puis des booms. Ça va être très irrégulier. Et j'ai une douleur vive au niveau de la poitrine. Et en fait, ça me compresse de plus en plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis presque à respirer, à halter. Je respire comme ça parce qu'en fait, c'est très difficile pour moi pour respirer. Et donc à ce moment-là, je suis couché dans mon lit, en position semi-allongée, donc avec le buste relevé et les jambes tendues. Et en fait, devant moi, il y a une fenêtre un peu comme celle que vous voyez derrière. Et en fait, vu que c'est la tombée de la nuit, il y a une sorte de lumière bleutée qui s'en dégage de cette fenêtre. Moi, donc à ce moment-là, je suis avec mes écouteurs. Et en fait, il y a une musique qui passe. Et donc j'ouvre les yeux. Et en fait, quand cette musique passe, il y a une sorte de silence qui se fait. Et je ne sens plus mon cœur, je ne sens plus mes poumons. Et c'est comme si je flottais un petit peu. Je n'ai plus aucune douleur. Et en fait, en fixant cette lumière-là, je commence à être attiré vers elle. Je me fais la réflexion que je trouve jolie cette lumière et qu'elle a quelque chose d'apaisant. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller vers cette lumière et d'être apaisé, parce qu'au final, il y a beaucoup de souffrance et c'est trop, j'arrive plus à le supporter. Et donc j'écoute cette musique et je reste dans cet état-là, et cet état, il commence un peu à prendre place. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je suis en train de vivre une expérience de mort imminente et que si jamais je fais rien, je vais tout simplement mourir parce que je suis trop fatigué. Donc ce que je fais à ce moment-là, j'arrache mes écouteurs et je me mets à crier et j'appelle à l'aide, non pas pour qu'on vienne m'aider, mais juste pour pas que je meure seul. Ma plus grande peur, en fait, c'était de mourir seul, de pas mourir accompagné, et je voulais juste qu'il y ait une personne avec moi à ce moment-là, au cas où si ça devait arriver. Donc là, toute la famille arrive, hyper affolée, etc. Et à ce moment-là, James, qui a la voiture, n'est pas à la ferme. Il est en train de revenir. Donc il appelle directement, donc il va arriver en bombe, si je puis dire, et pendant ce temps-là, ils vont faire toutes mes affaires, etc. Et moi, je suis totalement KO, écroulé par terre, etc. J'ai une réaction post-traumatique. Je me mets à trembler et à avoir super froid, comme si j'étais un petit peu en état de choc par rapport à ce que je viens de vivre. Et jusqu'à présent, en fait, la famille disait que j'allais mieux aller, et je vois dans leur regard que je fais peine à voir et que là, ça va plus du tout. Je me sens pâle, sans force, etc. Et donc, James arrive, il m'emmène directement à l'hôpital en service d'urgence, etc. Et en fait, le week-end, dans l'hôpital où je suis, les spécialistes, c'est-à-dire les cardiologues, les professeurs, etc., ne travaillent pas. Il y a que des médecins de garde qui sont certes habilités, mais qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires. Ils se retrouvent un petit peu désemparés avec mon cas, et donc, ils vont appeler
appeler le professeur qui est de repos pour lui demander conseil. Moi, à ce moment-là, je suis dans les vapes, je suis totalement à l'ouest, j'en peux plus. Le médecin de garde téléphone au professeur, il parle en Swahili, la langue de Tanzanie. Ils me font la traduction en anglais. Il y a aussi James qui parle avec le médecin en Swahili. Donc c'est déjà assez compliqué à suivre, surtout que moi je suis pas dans un état où je suis capable de faire beaucoup de choses. Et à ce moment-là, donc j'ai prévenu ma sœur quand même, je lui dis les choses et donc on décide de prévenir mes parents qui jusque-là n'étaient pas prévenus pour éviter qu'ils s'inquiètent. On s'appelle avec mes parents. Et en fait, on se dit ce qu'on a à se dire parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir se reparler un jour. Et donc, c'est assez difficile comme moment. C'est assez difficile d'entendre ses parents te demander de tenir bon. Ça impacte quand même. Et surtout que eux, ils sont à plus de 8000 km, donc ils se sentent un petit peu impuissants. À ce moment-là, le médecin de garde me dit il faut qu'on vous envoie à la capitale, qui est donc Dar es Salaam, car ils sont mieux équipés que nous et ils sont plus à même à vous sauver la vie. Et donc là, il me propose deux solutions, soit d'y aller en ambulance. En ambulance, il y a 10 heures d'ambulance et je serai accompagné d'un médecin, soit de prendre un avion d'urgence, aussi affrété que pour moi, un petit avion quelques places, avec un médecin et il y a uniquement 3 heures d'avion. Et donc j'ai ce choix-ci ou ce choix-ci, en sachant que c'est deux options qui sont payantes. Le trajet en ambulance coûte environ 700 €, il me semble, et le trajet en avion 3000 €. Bon, à ce moment-là, le prix n'est pas tellement un problème, mais ça m'a tout de même marqué. Et surtout qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore sûr de pouvoir être remboursé par mon assurance. Bref, les minutes passent, le médecin généraliste est toujours en contact avec le spécialiste, et le spécialiste donc lui a ordonné de me donner tel et tel médicament, et d'attendre 1 heure pour voir si mon état s'aggrave ou pas, et dans ces cas-là, on partira pour la capitale. Au bout d'1 heure, mon état s'est un petit peu stabilisé. Déjà, mon angoisse, elle est un petit peu redescendue, mes constantes sont un peu meilleures, et il y a aussi le côté hôpital qui est assez rassurant. Et du coup, en fait, il décide à ce moment-là de me mettre en soins intensifs et de me maintenir en surveillance 24 heures sur 24. Donc ça, c'est le dimanche soir. Je passe la pire nuit de toute ma vie, des grosses difficultés à respirer, même à dormir, etc., etc. Je suis vraiment fatigué. À ce moment-là, ma saturation, donc le taux d'oxygène dans mon sang, est de 95%. Donc ça peut sembler beaucoup, mais une personne de mon âge en bonne santé est censée avoir un taux d'oxygénation d'environ 98-99%. À titre de comparaison, il y a des personnes qui ont le Covid, qui sont en réanimation sous assistance oxygène, et qui tournent autour des 93-94%. Pour vous dire un petit peu mon état et la détresse respiratoire que je vivais. Je resterai 4 jours et 3 nuits en soins intensifs. On me fera des dizaines de tests, des scanners, des échographies, des radios, des prises de sang, un rappel du tétanos, et résultat, on ne trouvera rien. Mes résultats d'analyse montreront une infection dans le sang, mais sans plus. Et ils vont me donner un traitement pour ratisser large pour que mon état s'améliore. Donc mon état s'améliorera de jour en jour et en fait on en conclura à une septicémie. Donc en fait c'est tout simplement mon infection à l'orteil qui n'a pas été traitée à temps et qui s'est généralisée dans tout mon corps. Et en fait la septicémie c'est une infection dite silencieuse, c'est-à-dire qu'en fait elle va s'installer progressivement et c'est que au bout de 4-5 jours que l'installation est là, qu'en fait tous les symptômes vont arriver et qu'en fait tout va être déréglé et en fait la réponse de l'organisme à cette infection va faire qu'en fait notre cœur, nos poumons, etc. vont répondre d'une manière trop agressive et vont en fait renforcer le mal-être. Il faut savoir que dans le monde, une personne meurt de septicémie toutes les 5 secondes et que à l'heure actuelle en France, il y a autant de personnes qui meurent d'un infarctus que d'une septicémie. Donc heureusement que j'étais en bonne santé et que j'étais sportif. Le changement de climat, de température, le travail à la ferme, etc. ont affaibli mes défenses immunitaires. Surtout qu'en fait quand tu es là-bas pour donner, donc tu vas toujours faire plus que ce que tu peux et ce que tu dois, et ce qui a permis à l'infection d'être encore plus virulente. Mais heureusement que j'étais jeune et en bonne santé, car si j'avais eu 40 ans, à ce moment-là, je suis pas sûr que je serais devant vous en train de vous raconter cette histoire. Par chance, dans l'hôpital, il y a un médecin qui a exercé en France pendant 10 ans, donc il pourra me traduire les termes, car je parle quand même bien l'anglais, mais les termes médicaux, surtout dans mon état, étaient quand même compliqués à comprendre. Et puis, il y a toujours des termes que tu ne comprends pas et que... Topo, j'aurais perdu 5 kilos en 1 semaine et donc les 5 prochains jours après ma sortie d'hôpital, je vais les passer dans un hôtel près de l'hôpital et en fait je vais avancer mon retour en France car en fait je me sentais pas de rester là-bas, non pas par peur qu'il m'arrive quelque chose de nouveau, mais j'étais juste trop fatigué et le climat là-bas ne me permettait pas de me reposer pleinement, donc j'ai dû écourter mon séjour malheureusement. En France, à mon retour, je ferai d'autres examens qui ne donneront rien, donc on ne saura jamais quelle bactérie a causé cela, ça restera un mystère. Je tiens tout de même à remercier la famille Kisseri qui s'est montrée adorable avec moi, qui m'a accompagné, qui s'est montrée bienveillante, ils étaient toujours avec moi. Je tiens à remercier mes parents qui ont
tout mis en œuvre malgré la distance pour que mon retour se fasse au mieux dans les meilleures conditions, etc. Et aussi à ma sœur qui m'a conseillé et à tout le personnel hospitalier qui s'est montré adorable avec moi. Tout ça pour vous dire que maintenant je suis tonton et que je vois les choses d'un œil différent. Je ne veux pas m'imposer en donneur de leçons, mais si je devais retenir qu'une chose, et peut-être vous, de tout ce voyage, c'est que rien ne compte plus que le bonheur et la santé. Donc profitez tant que vous le pouvez, le temps ne se rattrapera pas et faites ce que vous aimez. J'espère que cette aventure vous aura plu quand même et je vous promets de revenir avec d'autres images. J'ai un nouveau concept qui peut vous plaire et qui est toujours basé sur la découverte de nouveaux horizons. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en cette période un peu compliquée et puis je vous fais des gros bisous. Ciao!